C'est l'un des conflits les plus meurtriers depuis le début du siècle. Il a fait plus de 300 000 morts et 2 millions de déplacés. Viols, tortures, accusations de crimes contre l'humanité et même de génocide. La guerre au Darfour a débuté en 2003 dans cette région de l'ouest du Soudan. Un groupe rebelle de la communauté massalite prend les armes contre le gouvernement arabe du président Omar el-Béchir. Il dénonce la marginalisation de leur région et l'oppression contre ses habitants. L'armée contre-attaque alors, soutenue par les milices arabes Janjaweed. Les soldats bombardent les localités, les miliciens pillent, tuent et violent dans les villages. L'ONU lance une première alarme en 2003, mais il faudra attendre 2007 pour que le gouvernement accepte la création d'une force de maintien de la paix pour protéger les civils et l'aide humanitaire. La mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour compte alors jusqu'à 26 000 membres. Comme vous le savez, nous ne sommes pas contre la présence des troupes des Nations Unies parce qu'elles sont déjà là. Concernant le Darfour, d'après l'accord d'Abuja, il est clair que le maintien de la paix appartient aux troupes de l'Union africaine. Les Nations Unies sont là pour le soutien logistique, financier et technique, pour que l'Union africaine puisse vraiment faire son travail. Omar el-Béchir, qui depuis 2009 est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Et malgré tout, el-Béchir a été réélu par 2 fois au Soudan dans des scrutins très contestés jusqu'à l'année dernière, en 2019, où il a été chassé par la rue après 30 ans au pouvoir. Aujourd'hui, le Soudan est toujours administré par un gouvernement provisoire. Omar el-Béchir a été condamné à 2 ans de prison pour corruption. Et au Darfour, si la situation s'améliore peu à peu, vous allez le voir, la violence n'a pas disparu. Les témoignages et les images que vous allez voir sont très rares. Depuis 2003, il était quasiment impossible de se rendre dans cette zone. Billet retour au Darfour, c'est un reportage de Bastien Renouille et Élodie Cousin. يلا الناس كلهم طلعوا وخلوا حلالهم. يتقولون الساعة 6 صباحا ودوني في الأمن الإيجابي وحصل اغتصاب والدق كله مع الواحد. Toutes les femmes du camp de déplacés d'El Fachir ont une histoire similaire à raconter. Des violences infligées par l'armée et d'autres milices. Elles sont rassemblées aujourd'hui pour recevoir un peu d'argent de la part du Programme alimentaire mondial. Tu veux combien? Pour un foyer de 3 personnes. Je vais te donner 2100 pounds. Recompte l'argent. Tarwa a 21 ans. Elle a fui les violences ethniques qui ont détruit son village en 2003, lorsque la guerre a éclaté au Darfour. Depuis, elle compte sur l'argent des Nations Unies pour survivre. Combien coûtent les tomates? 10 pounds pour 1 kilo. Alors donne-moi 2 kilos. Nous avons assez pour acheter à manger et à boire, mais pas assez pour tous nos autres besoins. Depuis le début du conflit, des centaines de milliers de personnes se sont réfugiées à El Fachir, la capitale du Nord Darfour, considérée plus sûre que les villages. Le camp a grossi jusqu'à devenir une ville dans la ville. Tarwa vit ici avec sa mère, sa sœur et leurs enfants. Elle dénonce une politique d'extermination de l'ancien gouvernement d'Omar el-Béchir. Il est accusé par la Cour pénale internationale de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les Janjaweed, des milices arabes nomades, chassent de leurs terres les tribus africaines sédentaires. Quand les Janjaweed sont venus, ils ont visé notre village. Ils ont brûlé et tué des gens. Ils ont pris notre bétail et ont volé tous nos biens. C'est le gouvernement qui leur a donné des armes. Ils ont eu l'autorisation du gouvernement pour faire ça. Ils nous ont volé notre argent et nos terres. C'est une stratégie du gouvernement pour déplacer les gens, les forcer à partir et donner nos terres à d'autres personnes. Pour mettre fin à ce conflit vieux de 17 ans,
Des négociations sont organisées dans la capitale, mais aussi à l'extérieur du pays, bien loin de Tarawa et des autres déplacés. Alors ces derniers se réunissent pour échanger leurs idées sur les solutions à apporter. La paix pourra être instaurée seulement si toutes les armes des milices sont collectées. Le gouvernement doit être fort. Il doit rassembler les milices et tous les autres mouvements et leur prendre leurs armes. Le peuple du Darfour est visé depuis la création du Soudan. Depuis cet instant, nous avons toujours été marginalisés. Ce qui s'est passé en 2003 et qui continue jusqu'à présent est un génocide. C'est de l'épuration ethnique, un crime contre l'humanité. Le Darfour dans son ensemble est touché par ces crimes. Mais une région est particulièrement ciblée, le Djebel Mara. Ce massif montagneux est la dernière zone aux mains des rebelles. Nous allons tenter de les rejoindre. Après 3 heures de piste, nous apercevons les ruines d'une mosquée. C'est en fait un village qui a été détruit. Personne n'a osé y revenir. C'est le village de Shingle Tobaya. Il a été attaqué en 2003 quand le conflit a commencé au Darfour. Ils ont brûlé le village, brûlé la mosquée et ils ont tout volé à l'intérieur. Nous croiserons des habitations détruites par l'armée tout au long de la route. 6 heures après avoir quitté El-Fachir, le Djebel Mara apparaît peu à peu. Mais les militaires nous en interdisent l'accès. Ils refusent que nous allions à la rencontre des rebelles de l'armée de libération du Soudan. L'un d'entre eux parvient tout de même à nous rejoindre. Il nous donne rendez-vous dans ce bâtiment désaffecté à la nuit tombée. Nous subissons toujours des tueries, des viols, des actes de torture, des arrestations et des kidnappings. Ceux qui sont au pouvoir continuent leurs actes. Nous demandons le désarmement des milices, qu'il s'agisse des Janjaouides ou d'autres. Nous demandons aussi l'expulsion de ceux qui ont volé les terres des déplacés. Les Janjaouides dont les Darfouris parlent tous, ce sont eux. Une milice créée par Omar el-Béchir pour annihiler toute opposition dans la région. Incorporés dans les services de renseignement en 2013, ils ont pris le nom de Force de soutien rapide. Leur chef, le général Emeti, est aujourd'hui numéro 2 du pays. Il veut donner l'image d'un leader apportant la paix au Soudan. Le Soudan est désormais un pays sûr et stable, et nous allons continuer à aller dans cette direction. Nous, les membres du Conseil militaire, on ne s'accroche pas au pouvoir. On ne veut pas le pouvoir. Mais ces hommes sont accusés par de nombreuses ONG de crimes contre l'humanité. Ils seraient derrière le massacre de Jenina, commis fin décembre 2019. Nous décidons de nous rendre sur place, dans le camp de déplacés de Krindek. Entre le 29 et le 31 décembre, 72 personnes y ont été tuées. Plus d'une centaine blessées. Des centaines de maisons ont été incendiées. Tout a commencé lors d'une bagarre entre des déplacés internes et des jeunes d'une tribu arabe. L'un des Arabes a été poignardé à mort. Sur cette vidéo amateur, un homme de la même tribu appelle à la vengeance. Des officiers de l'armée semblent encourager et demandent à la foule de l'écouter. الذين قاموا بقتل أبنائنا أولا نطالب الدم جزاء الدم من البلدية الدم جزاء الدم من البلدية 24 ساعة نفذوا الكلام ده أهلا وسهلا نفذوا يحملوا أي مسؤولية في الولاية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الكلام ده أهلا وسهلا لا نفذوا يحملوا المسؤولية
Le lendemain, des hommes sont venus se venger. Abdulhamid revient pour la première fois sur les lieux de l'attaque. Son frère a été tué devant leur maison. Il a d'abord été touché à la jambe par une balle. Il était à l'extérieur de la maison quand ils nous ont de nouveau attaqués. J'ai essayé de lui faire un bandage pour qu'il puisse s'enfuir avec nous. Les femmes sont restées ici pendant que nous nous sommes mis à courir. Mais mon frère n'a pas réussi. Ils lui ont tiré une balle dans la tête, puis dans la poitrine, et ensuite, ils lui ont coupé les jambes. Les responsables, ce sont les membres du gouvernement, les Janjaweed, et nos voisins des tribus arabes. Les habitants du camp ont fui face à cette attaque planifiée. Abdulhamid s'est réfugié avec sa famille dans une école du centre-ville. Près de 40 000 personnes ont dû trouver un abri temporaire. Beaucoup vivent dehors, sans accès aux produits de première nécessité. Si le gouvernement faisait son travail, il nous procurerait de la nourriture et assurerait notre sécurité alimentaire. Si nous ne sommes pas sûrs d'avoir à manger, les citoyens ne peuvent plus continuer à vivre, à construire des abris. Après la mort de son frère, Abdulhamid aimerait obtenir justice. Il a rendez-vous ce matin avec un avocat qui conseille gratuitement les familles des victimes. Il faut que tu me dises précisément ce qui s'est passé dans le camp, ce que tu as vu et à quelle heure ça s'est déroulé. Il faut que tu me dises tout pour que je puisse vous aider. Il n'y a pas un seul membre des forces de sécurité qui nous ait défendus. Nous avons appris après l'attaque qu'elle avait été orchestrée par les services de sécurité du gouvernement. Tout était organisé. Il était impossible pour nous d'obtenir justice autrement que grâce à des organisations internationales. Ces hommes ne croient plus en la justice locale. Ils espèrent une action du Premier ministre ou de la Cour pénale internationale. Le travail qu'effectue l'avocat déplaît fortement aux autorités de Jeninna. Nous avons été menacés par certaines milices, ainsi que par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre comme la police, l'armée et d'autres. Ils nous ont demandé pourquoi nous enquêtions. Face à de telles accusations, nous souhaitions parler au gouvernement local. Mais impossible d'approcher ses responsables. Nous décidons donc de reprendre la route pour tenter notre chance à Nyala, la capitale économique du Darfour. Sur place, des défenseurs des droits de l'homme nous préviennent. Des blessés par balles arrivent à l'hôpital. Une fusillade a éclaté durant un mariage dans un camp de déplacés, situé à 1h30 de route. Ces deux hommes étaient des invités. Nous participions à la fête quand 3 ou 4 hommes sont apparus et nous ont tiré dessus. Certains se sont échappés et ont pu sauver ainsi leur vie. Mais d'autres sont restés et ont été touchés par les balles. Ceux qui nous ont attaqués, ce sont des miliciens arabes. Ils ont tiré et sont partis. Les accusations sont similaires. Les populations de déplacés désignent les milices arabes. Après un rapide examen, le médecin décide d'envoyer le patient passer une radio pour établir la gravité de la blessure. Il a été touché à la jambe droite. La balle est entrée par là. C'est très clair. Et elle est ressortie ici. Nous recevons toutes sortes de blessures. Des blessures par balle, des personnes poignardées ou frappées avec des objets. Ce sont des cas fréquents à l'hôpital de Nyala et dans tout le Darfour. Au moins 8 personnes ont été tuées durant cette attaque et une vingtaine blessées.
Le lendemain matin, le gouverneur de la région doit visiter Mercheng, la ville où se déroulait le mariage. Nous tentons de le rencontrer. Il est escorté par la police et les forces de soutien rapide, cette milice qui effraie les habitants de la région. Il refuse de nous parler et nous ordonne de partir. Nous parvenons tout de même à rejoindre un responsable du camp. Il veut nous montrer le lieu de l'attaque. Ils ont attaqué la maison du marié. 2 hommes de la milice sont arrivés ici. L'un d'entre eux était là, l'autre était ici. Et ils ont commencé à tirer sur les gens qui étaient là. Le marié, lui, continue à trouver des douilles dans son jardin. Ils ont tué nos proches. Nous avons essayé d'aider les victimes, mais personne n'a réussi. Tout le monde ici est très triste. Nous sommes déprimés. Quelques heures plus tôt, le gouverneur leur a promis que justice sera rendue. Mais les déplacés n'y croient pas. Ils pointent du doigt certains membres des forces de soutien rapide qui assurent entre autres la protection du gouverneur. Nous pouvons affirmer que les personnes qui sont venues et ont attaqué les gens lors de la fête sont des miliciens de l'ancien régime qui soutiennent toujours El-Béchir. Ils ont été armés par lui et maintenant ils sont toujours libres et n'ont pas à répondre à la justice. Depuis la chute du régime de Béchir jusqu'à aujourd'hui, nous les déplacés n'avons jamais été libres. Nous n'avons connu aucun changement. Le régime déchu, sa mentalité est encore ancrée chez les militaires. Le régime de transition à la tête du pays mis en place après la chute d'Omar El-Béchir est toujours dominé par les militaires qui lui étaient proches. Au Darfour, la majorité de la population semble penser que les violences continueront tant que ces hommes seront au pouvoir. Et voilà pour ce reportage exceptionnel au Darfour, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billet Auto.